Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de VK, le dernier de l'année et le premier de l'année 2022 pour ceux qui nous regarderont en début d'année. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec un autre Fabien, donc pas de prosélytisme de ma part, mais avec Fabien et nous. Et je vais je vais le laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Fabien? Bonjour, Fabien Esnou, je suis le président de Spring Project. On va être amené à reparler du sujet. C'est très pratique une conversation avec deux Fabien, c'est pas très courant en fait. C'est vrai, je crois pas que ça me soit jamais arrivé, donc c'est une première. Et au niveau de votre parcours justement, Fabien, et qu'est-ce que avant de rejoindre, avant de faire enfin avant plus que de rejoindre, avant de créer, Sprint Project, qu'est-ce que vous avez fait avant? Un parcours un petit peu complexe, un petit peu complexe. J'ai passé, je vais exclure quelques années dans l'industrie avec mes parents, mais c'était ma jeunesse, on va dire. Mais je passé une dizaine d'années dans les sondages et le télémarketing. Euh, D'accord. Beaucoup dans les études de marché. J'étais directeur adjoint d'une entreprise dans ce secteur-là pendant de nombreuses années. J'ai tout quitté pour m'associer dans une première entreprise qui s'appelle Supply Chain Magazine, que beaucoup de gens de notre univers Mmh, connaissent. une Euh, référence. magnifique projet avec deux super associés qui sont restés des amis d'ailleurs. J'ai quitté après. Je les ai quittés parce que j'avais le projet de. Enfin, j'avais le projet. J'avais l'opportunité de m'investir dans une autre entreprise pour laquelle j'avais levé des fonds qui s'appelait Colisen, qui est une entreprise de transport spécialisée dans le last mile urbain autour du monde du e-commerce. Donc ça, c'était en Mmh, 2008. On avait levé des fonds avec mon associé, donc j'ai dû partir sur cette aventure-là en 2009, début 2009. Voilà, et j'ai vendu Colisen au groupe La Poste, à Géopost en particulier, à l'été 2014. Et à ce moment-là, j'ai rejoint Géopost en tant que patron de l'innovation du groupe pour y apporter un peu une vision de comment les métiers allaient évoluer essayer de synchroniser un petit peu les actions des différents pays, différentes business units. mmh. Et j'ai quitté Géopost pour créer Spring Project. Et justement, le Sprint Project, ça fait quand même quelques années, que l'entreprise a été, créée. C'est quoi la genèse? Parce qu'on imagine bien pour le côté, last mile sur, le projet précédent. Supply Chain Magazine, évidemment, on voit, l'intention qui est derrière. Quelle était l'intention et la genèse de Sprint Project? En toute honnêteté, Spring Project est né dans Géopost, en fait, hein, parce que Mmh, quand vous êtes dans un groupe worldwide comme celui-là, vous avez une vision quand même planétaire de tout ce qui peut se passer. Et il y avait un constat qui était assez fort, c'est que les compétiteurs changeaient. Les compétiteurs changeaient et des gens qui étaient historiquement des clients devenaient potentiellement des concurrents, qui soient asiatiques avec les Alibaba et JD.com ou qui soient américains avec Amazon. Donc, c'est des gens qui mmh, atteignent des tailles qui font qu'ils réinternalisent leur logistique, une partie de leur fret, la gestion de ça. Bon, voilà. Et ils en font des offres, des spin-offs et des offres commerciales. Et ça, on le sait. Donc, à l'époque, déjà, ça commence à se voir. Le cas américain avec les relations entre Amazon et USPS ou mmh. UPS a été assez visible déjà. Ouais. Bon. Et la limite qu'on pouvait avoir en tant qu'opérateur, c'est que les moyens qu'ont ces entreprises en termes de R&D ne sont pas du tout à l'échelle des moyens des entreprises dans lesquelles on peut opérer, hein. Donc voilà. Mmh. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur l'idée de la mutualisation, en disant, bon, on sera jamais aussi fort que ces gens-là. Par contre, on peut unir nos forces Mmh. pour essayer d'avoir à peu près le même niveau d'information, de collaboration. À plusieurs, on est plus fort. Mmh. Et, voilà. Et historiquement, c'est pas forcément des métiers qui collaboraient beaucoup, mais des fois, par des changements de paradigme, vous pouvez aussi changer votre façon de voir. Donc c'est né là. D'accord. Alors justement, je comprends qu'il y a cette idée de mutualisation, qu'évidemment à plusieurs on est plus fort, et c'est vrai qu'il faut voir que c'est un certain type de compétiteurs en face, hein. Vous aviez parlé d'Amazon, d'Alibaba, c'est vrai que c'est des monstres, c'est un peu des géants. Quelle est un petit peu au quotidien la relation entre justement les adhérents du Sprint Project? Les Sprint exécutifs, je crois. Ouais. Ils ont une relation de grands dirigeants à grands dirigeants, mais qui sont sur des dimensions pas forcément identiques, donc ils sont assez complémentaires.
On leur a donné un cadre de jeu pour qu'ils puissent collaborer, ce qui n'avait jamais été le cas. Alors un cadre de jeu, c'est important, hein, parce que déjà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Deux, il faut défendre les intérêts des uns et des autres. Trois, n'importe qui ne peut pas rentrer dans ce qu'on fait parce qu'il y a des gros enjeux de confidentialité. Voilà. Donc il y a une question protocolaire, il fallait mettre le cadre de jeu. Et nous, on est arrivé avec un cadre, un schéma d'animation et où tout le monde trouve sa place. Donc on les réunit tous les trimestres. C'est le cas la semaine dernière d'ailleurs, D'accord. à Lille d'ailleurs. Parce que c'est des boards tournants, vu qu'on va chez chacun d'entre eux pour améliorer d'ailleurs. Présidence tournante, quelque part, ouais, on tourne aussi. Après, c'est du collaboratif. Donc, dans le Mmh. collaboratif, nous, on est un peu les chefs géo d'un programme de collaboration, hein. Donc, Mmh. c'est. Et puis, chacun amène son domaine de compétences. Donc, non, c'est hyper intéressant. Bon, après, comme tout le monde, hein, vous avez des WhatsApp, vous avez. On est dans un monde communicant. Mmh. Donc voilà. Et puis, il y a les projets collaboratifs, donc de toutes nos analyses internationales et de notre veille startup vont sortir quelques programmes collaboratifs qui vont considérer comme étant clés et qui doivent être abordés à plusieurs, hein, parce que bon, ils n'ont pas besoin de nous pour travailler sur des sujets en direct, mais quand on Mmh. est sur des sujets un petit peu prospectifs, un petit peu complexes, des fois c'est bien de travailler à plusieurs autour d'un sujet, ça limite les coûts individuels, ça limite les risques et ça optimise le nombre de cerveaux en fait, hein. Mmh mh. Donc ça, c'est aussi des territoires de jeu où souvent eux-mêmes vont mandater des chefs de projet internes hyper spécialisés, hein. Quand on parle d'hydrogène, de robotique autonome ou autre, forcément, vous allez chercher dans vos équipes des gens qui sont un peu plus câblés que vous sur ces thématiques. Mais bon, voilà. OK. Alors j'imagine que quand on lance, un projet comme Sprint Project et surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve et que vous avez rappelé Fabien, on cherche de l'impact. Enfin, on cherche à un moment donné aussi à avoir des résultats parce que c'est ça qui va permettre aussi de continuer, l'animation. Alors vu que Sprint Project existe depuis plusieurs années, on ne doute pas un seul instant qu'évidemment il y en a eu. Heu, Aujourd'hui, justement, quels sont les grands apports, les grands succès finalement portés, par Sprint Project, mais dans cette approche collaborative, hein? Donc j'imagine que parfois il y a peut-être même des projets qui ne sont pas, qui emmènent pas tous les adhérents, mais qui en emmènent, uniquement, une part et c'est normal vu le format. Mais quels sont les grands, projets, les grands succès, que vous avez, en tête? Les 3 qui vous viennent à l'esprit en particulier, dans le respect de la confidentialité, bien sûr? Ah, je peux pas. Enfin, il y a des projets qui sont officiels, donc ceux-là, on peut en parler, mais il n'y en a pas. Parce qu'il faut comprendre, en termes d'impact, il faut remonter un tout petit peu, un peu dans l'échelle dans l'échelle de valeur. Notre travail consiste à comprendre et analyser les irritants de nos clients. Alors, il faudrait déjà se Mmh. poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un irritant. Mais bon, en gros, un irritant, c'est quelque chose qui est important à analyser et à interpréter pour l'avenir dans votre entreprise. Nous, notre job, c'est de parfaitement identifier les irritants de chacun de nos grands clients parce que ça va permettre d'orienter notre chasse et notre interprétation des enjeux d'innovation. D'accord? Et à travers ces irritants, quand on essaie d'y répondre et de leur apporter des réponses, ça crée des programmes qui souvent intéressent plusieurs entreprises. Voilà. Donc, quand vous êtes sur un irritant qui va être comment j'optimise la valeur de mes toits de mes toits de bâtiments sur lesquels il y a des cellules photovoltaïques, est-ce que je peux faire quelque chose avec mon excédentaire électrique? Là, vous avez un irritant, par exemple. Mmh. Et ben, vous partez sur un programme de réflexion hydrogène où là, ça concerne évidemment beaucoup de gens parce que ça Mmh. concerne le constructeur, ça concerne l'investisseur, développeur, ça concerne l'utilisateur du bâtiment, ça concerne potentiellement les pouvoirs publics, ça concerne potentiellement les constructeurs de véhicules, etc., etc. Et là, vous tirez la ficelle d'un énorme programme qui s'appelle le programme hydrogène de Spring Project. Donc, en termes d'impact, c'est simple. En plus, c'est un impact multiple. Ça impacte énormément d'entreprises. Ça impacte des sujets de logistique urbaine, de développement durable, de transition énergétique. Ouais. Vous avez la totale. Donc là, en termes d'impact, vous êtes, mais ça part d'un irritant, d'un de nos clients, typiquement, qui s'appelle GSE, et qui nous dit un jour, voilà, moi, tous les bâtiments qu'on construit qui sont HQE collectent plus d'électricité que ce qu'ils ne consomment en interne, donc on a un excédentaire, donc qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Voilà, un irritant intelligent. Énergie, ah oui, hydrogène vert, et cetera, le fait de pouvoir ouais, Exactement. d'accord. Cage, convertibilité, hydrogène électrique, électrique, hydrogène, bon bref. Donc ça part vraiment d'un irritant. Parfois, vous allez avoir des irritants qui sont très spécifiques. On a souvenir d'une discussion un jour, quelque chose qui est public pour le coup, parce qu'il y a des choses qui ont été publiées, où on avait identifié un besoin chez DB Schenker, qui est un de nos clients historiques,
autour du transport international. Et on avait, nous, qualifié une startup qui savait répondre visiblement à ce que eux recherchaient. On a fait la mise en relation. Et si vous tapez sur Internet Convelio Hmm. Schenker, vous trouvez le communiqué de presse qui a été fait quelques temps après. Enfin, je dirais 2 ans. D'accord. D'accord, donc là, c'est assez spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un besoin parfaitement identifié. Nous, dans notre chasse et notre vision internationale des choses, bah, on sait à peu près dire qu'est-ce qui pourrait y répondre. Donc voilà, on fait la mise en relation, on s'assure que, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que les intérêts des uns et des autres sont conservés. Et après, bah, chacun vit sa vie. Hmm. Euh, mais, euh, mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt en effet des histoires un peu comme celle de l'hydrogène où voilà, ou des programmes comme le véhicule autonome et l'engagement qu'on a signé avec François Barouin et la ville de Troyes, parce que sur un sujet aussi complexe et aussi prospectif que le véhicule autonome, c'est inconcevable de faire ça seul dans son coin, personne ne pourra aller jouer. Pourtant, est-ce qu'on peut se priver en France et en Europe de passer à côté de ce sujet-là et laisser forcément la main à des players américains ou des players chinois? Bah non, l'Europe a peut-être son mot à dire, tant en termes de technologie, en termes d'IT, en termes de savoir-faire, de recherche. Enfin bon, Hmm. voilà. Un programme comme notre programme véhicule autonome, dont la première phase pilote va être faite dans la ville de Troyes. Euh, c'est Hmm. c'est un programme certes relativement visionnaire, mais à la fois c'est de notre responsabilité que de représenter la France et l'Europe sur ces sujets-là, quoi. Non, je comprends, Fabien. Et c'est vrai que ça c'est intéressant comme vous le dites. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée, non seulement de penser, comment dire, la concurrence, finalement, ça tient aussi à vos propres adhérents, mais au niveau mondial, ça c'est évident, et de regarder, ce qui fait pas seulement, comment dire, en termes en France, mais également en Europe, de comment les les connexions peuvent se faire avec des sociétés innovantes, voire avec, les autorités publiques. Parce qu'il est clair que quand on parle soit de sécurité, comme peut l'être au niveau de l'hydrogène, en termes de risque ou alors de véhicules autonomes, forcément le pouvoir exécutif ou législatif a aussi un rôle important à jouer. Là, on parlait justement de succès, Fabien. Souvent, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, les échecs sont également, des choses qui sont intéressantes et constitutives justement d'amélioration. Est-ce que justement, vous en avez eu aussi des échecs chez Spin Project, ou des choses qui ne sont pas abouties et qui vous ont fait justement avancer, grandir? Oui, oui, bah, il y a comme pas comme tout le monde, hein, on a même les deux, hein, on a les échecs qui sont souvent liés au niveau d'engagement dans nos collaborations, en particulier avec les startups. Nous, on n'est ni incubateur ni accélérateur, hein, on n'investit pas dans les startups, on n'est pas actionnaire, rien, on est totalement neutre. Nous, on est plutôt les traducteurs de grands besoins de grands groupes et on fait le lien entre des grands décideurs et des startups innovantes qui peuvent apporter des réponses. Et on essaye, tant que faire se peut, de privilégier en effet des réponses françaises, voire européennes. Bon, ça, c'est notre postulat de départ, disons. Mais des fois, on pense avoir identifié la perle rare et on met un groupe projet autour, et puis bah, les choses ne se passent pas exactement comme on veut. Mmh. Et bon, c'est le privilège de notre système, c'est qu'on ne dépend de personne. Et donc, bah, on fait comme le professeur d'école, on dicte les règles au départ et on applique les conséquences après. Mmh. Moi, je suis pas fan des trucs qui durent dans le temps, donc les règles doivent être parfaitement connues par tout le monde dès le départ Mmh. et les conséquences aussi. Donc voilà, ça c'est clair. Après, ça c'est les échecs de collaboration, je dirais. Mmh. Et les autres, parce que c'est pas parce qu'on est une startup qu'on peut se permettre d'être une star. Et Non, faut rester humble. bah, disons que voilà, chacun a son domaine de compétences. Les grands groupes ont aussi des choses à gérer qui sont pas simples. Donc tout le monde doit partager des projets communs et des valeurs communes. Mmh. Sinon, c'est pas possible. L'autre, les autres choses qu'on a, mais ça, bon, vous comprendrez que je ne citerai pas de nom. Bien Euh, sûr. L'autre cas déjà rencontré, c'est bah, des fois vous mettez des programmes, des tests en place, et vous n'êtes quand même pas sûr des résultats, hein. Donc là, c'est Mmh. plus C'est logique. vrai. Et ça, c'est bon, bah ça, c'est la vie du business, hein. C'est que ou vous êtes trop tôt, ou la technologie finalement s'avère pas forcément mature sur un sujet, ou dans ces cas, c'est l'apprentissage. Pour ça, bah, test and learn, quoi, hein. Donc il n'y a pas le choix. Il faut bien passer par des phases de test, et c'est là où c'est intéressant de travailler en groupe parce que vous multipliez les opportunités de chercher Cas les de cas d'application aussi, et cetera, bien sûr. exactement. Et deux, bah, quand quelque chose ne s'avère pas réaliste, bah, au moins c'est clair et c'est clair à plusieurs. Bon, voilà. Mmh. Donc, on jette pas l'eau du bain, mais on dit voilà, après, en tout cas, à date, pour X raisons, telle solution n'est pas applicable. Elle le sera peut-être dans un temps futur, pourquoi pas. Mmh.
Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent bah, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Donc non, ça n'a jamais Non. marché pour un certain nombre de raisons. Ça peut marcher demain parce que, je sais pas moi, il y a plein d'évolutions, le monde change très vite. Donc, voilà. Mais voilà, ça arrive en effet que des projets, même si les gens autour de la table sont motivés et géniaux, bah, Ouais, ne bien sûr. montrent pas leur efficacité. Et c'est là la limite. Bien sûr. L'efficacité, dans un monde comme le nôtre, c'est un ROI. Voilà. Mm. Parce que on est dans un monde, la logistique, c'est un monde les grands groupes sont des entreprises qui font pas des marges colossales, donc Mm. forcément qu'elles sont très sensibles aux résultats des investissements qu'elles font. Ce qui est logique. C'est plutôt ça d'ailleurs, hein, honnêtement. Oui, c'est plutôt, ça pousse encore une fois aussi à un Pas pragmatisme, à toujours, une pas dimension toujours- opérationnelle. on n'est pas dans le fun, mais c'est pragmatique, quoi. Non, j'aime bien aussi, il y a un côté bon sens et pragmatique, qui est vraiment interpellant dans le secteur de la supply chain. Alors justement, la supply chain, Fabien, bah, vous ça évolue évidemment, comme tout, mais j'ai envie de dire encore peut-être plus. Enfin, on a toujours le sentiment peut-être, que ça évolue, toujours plus vite et pourtant, si on a une vision longue, c'est vrai que ça n'a jamais cessé d'évoluer. Mais en tout cas, c'est vrai que peut-être que le Covid change un petit peu les règles du jeu, l'affrontement États-Unis, Chine aussi, d'un point de vue géopolitique, change un peu la donne. Ces éléments de relocalisation, la partie sourcing au niveau fournisseur. C'est vrai qu'il y a plein de sujets où, finalement, même le grand public, finalement, a compris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait derrière, en termes de colonne vertébrale, un peu la supply chain, en général et c'est vrai que on ressent cette évolution. Alors justement, vous, sur, cette dimension, innovation, mais aussi sur la dimension des contraintes extérieures, c'est quoi un petit peu votre ressenti à la fois sur comment la supply chain évolue d'un point de vue technologique, d'un point de vue innovation, et vous êtes au cœur dedans, vous avez déjà commencé à donner des exemples, mais également, bah, sur les contraintes extérieures, parce que voilà, c'est pas aujourd'hui, voilà, c'est pas sur une île, isolée du reste du monde. Quel est votre ressenti sur sur ces 2 thématiques, Fabien? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une accélération dont on pourrait remonter peut-être au début des années 2000 à un certain nombre de facteurs qui ont commencé à arriver. Bon, évidemment, l'avènement du e-commerce a été un vrai accélérateur de transformation, mais ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, on s'en doute un petit Mmh. peu. Puis, mais disons que si on voyait le truc un petit peu de façon un petit peu plus globale, et nous, c'est comme ça qu'on l'analyse chez Sprint, juste avant le Covid, et après, le Covid est venu s'insérer là-dedans. Mais il y a quand même des facteurs de grands bouleversements qui sont d'abord des facteurs un peu plus, si on prend de la distance, hein, il y a des facteurs qui sont liés à l'évolution démographique. On est dans un monde qui continue, qui grossit globalement, avec une particularité, c'est que l'évolution de la population à l'échelle mondiale se concentre dans les grosses zones de population. Donc, il y a plutôt une linéarité des campagnes, mais plutôt un accroissement des populations en ville. Évidemment, ça a tout un tas de conséquences derrière, hein, schéma logistique, urbain, etc., etc., voilà. Après, vous avez l'évolution des modes de consommation historiquement, qui est un facteur, donc avec l'avènement du e-commerce au début des années 2000 et l'explosion qu'on a connue après. Après, vous avez des évolutions qui seraient plutôt liées au réglementaire. Oui, c'est vrai aussi, Aux c'est vrai. réglementaires qui sont liés. En fait, tout ça est complètement lié. De toute façon, on parle de supply chain, et là, ce que je vous parle, c'est une chaîne aussi. Donc voilà. Mmh mh. Mais le réglementaire est un des leviers aussi des changements. Voilà. Et le quatrième point, c'est la partie développement durable. Parce que, évidemment, quand on tire cette chaîne de valeur-là, bien évidemment qu'on arrive sur la partie durable et donc les obligations de transition énergétique. Donc ça, c'est globalement, et puis évidemment un facteur qui est l'évolution technologique, hein, depuis quelques années, Mmh. l'accélération des capacités technologiques, l'accélération via l'IA, etc. Bon, vous connaissez parfaitement le sujet, mieux que moi d'ailleurs. Et bon, voilà, ce bloc-là fait déjà qu'on était dans un monde qui était en train de changer très vite, de s'accélérer, parce que mis sous globe, déjà, vous avez 5 points là, boum, qui créent un terrain, un terreau de Mmh. transformation très violent et à l'échelle mondiale. Parce qu'on n'est pas en train de Oui et jouer à l'échelle mondiale, exactement, en à plus, l'échelle ouais, mondiale. Parce que souvent, exactement. les gens me disent, ah, la logistique urbaine, machin. Ouais, mais la logistique urbaine, le problème, il est mondial, en fait, hein. Mmh. Il y a des problèmes à New Delhi, il y a des problèmes à Lyon, il y a des problèmes au Brésil. Enfin, voilà, c'est pas. Mmh. Donc, c'est pas la peine de faire du nombrilisme, Mmh. entre guillemets, et il n'y a pas de solution identique. Il y a des micro-solutions applicables à des milliers d'endroits qui répondent à un certain nombre de critères. Et souvent, on a une vision un petit peu trop lorgnette de ces sujets-là.
C'est pour ça que nous, on a d'ailleurs une volonté d'avoir une vision mondiale, parce que des choses qui peuvent être intelligentes quelque part peuvent être appliquées à un autre endroit, et c'est pas le privilège d'un pays, ça. Ni le privilège voilà, d'un cerveau. Des bonnes idées, il y en a partout. Donc voilà. Là-dessus, en effet, il y a eu la crise Covid. Alors évidemment, je ne suis pas un grand fan de dire il y a eu un avant, il y a eu un après. Non. Bon, il y a eu un avant, où beaucoup de choses se sont déjà passées, beaucoup de choses étaient déjà mises en place. Et puis il y a eu un accélérateur. C'est plus un accélérateur qu'un game changer, comme certains veulent nous faire croire. Enfin, en tout cas pour moi, la science Non, infuse. mais, Et non, mais dans c'est nos, toujours intéressant d'avoir votre point de vue. dans nos métiers, c'est plutôt un accélérateur, parce que bien évidemment, ça a favorisé un certain nombre de changements au niveau de la consommation, où il n'y a pas forcément de retour en arrière. Donc les gens qui ont découvert le drive et qui ne connaissaient pas avant, bah, vous avez fait une bascule d'un certain nombre de gens à ce moment-là. Évidemment, il y a eu une accélération d'Internet, ça on le sait. Ça va peut-être pas revenir au taux qu'il y avait en plein lockdown, mais on sait très bien qu'il y a un delta positif qui a été gagné. Évidemment, ça a accéléré les plateformes type Deliveroo. Oui, ça ne reviendra pas au seuil d'avant, mais pareil, il y a un delta qui a été gagné, etc., etc. Donc c'est un accélérateur avec un pic qui est passé, enfin j'espère qu'il va être passé. C'est pas gagné tous les jours, mais enfin bon voilà. Et en ça, c'est un facteur d'accélération de changement. Il n'y a pas que celui-là, c'est-à-dire que l'autre conséquence du Covid, enfin, c'est que ça a mis en valeur nos métiers. Alors ça, c'est plutôt. Alors moi, ça fait quand même tellement d'années que je me bats dans ce secteur que, évidemment, ça ne peut me faire que plaisir. C'est-à-dire que nos métiers se sont retrouvés en lumière. Et ça, c'est à C'est vrai. beaucoup d'univers. C'est-à-dire que c'est une mise en lumière au niveau des institutions politiques. Parce que, bon, bah, j'ai envie de dire, on a des métiers qui ne font pas forcément rêver. Alors, ce serait stupide, hein, parce qu'on a des métiers magnifiques, vous le connaissez. Bon, voilà. Il n'y a pas que des gens qui posent des courriers dans les entrepôts. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans notre filière. C'est une filière qui recrute en permanence. C'est une filière qui valorise les emplois en plus. Bon, donc, on peut y faire carrière toute sa vie. C'est quand même pas si mal que ça. Puis qu'au Et service du collectif aussi, enfin, il y a un côté aussi d'accord. de, il y a un esprit d'équipe. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le monde de la supply chain, enfin, historiquement, je ne suis pas là, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, on sent qu'il y a une histoire d'hommes enfin, et de femmes, et bien sûr, hein, mais il y a un côté très collectif, très team player au niveau des différentes organisations à chaque fois, Ouais. je trouve, qui est pas vrai tout le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu Il a fallu, spécifique. quand il a fallu se battre et faire tourner des entrepôts en pleine crise, on s'est aperçu à quel point, sans supply chain étendue, maîtrisée, etc., bah, il n'y a plus vos salades et vos fromages dans votre supermarché. Hein. D'un seul coup, on s'est retrouvé à enfin à dire merci aux chauffeurs poids lourds, alors qu'on n'arrête pas de lui cracher dessus toute l'année. Enfin dire merci au livreur bien aimable qui vient à 20h30 vous amener un colis chez vous, alors qu'il pourrait être en famille comme vous. Enfin bon, voilà, moi je défends ces métiers depuis bien longtemps. Et au même titre que ça m'énerve quand on engueule le mec qui gère vos poubelles alors qu'on a franchement besoin, bah, c'est pareil avec les livreurs. Donc on a eu le mérite de remettre en avant des métiers qu'on ne croit pas nobles alors qu'ils sont profondément vitaux pour nos organisations. Donc alors là pour le coup, c'est pour le coup un game changer si on le prend dans ce sens-là, et tant mieux. Et tant mieux. On a aussi notre part de responsabilité hein, dans nos métiers, c'est-à-dire une meilleure connaissance de nos métiers, de meilleurs échanges avec les institutions. Bon, voilà, nous aussi, hein, on a notre part. Voilà. Si on veut faire comprendre que dans nos métiers, il y a des entreprises hyper pointues, des startups hyper pointues, de la robotique de fou, enfin, c'est quand même un peu plus fun que de dire des entrepôts moches avec des gens qui bossent comme on faisait il y a 2 siècles. Hein, ça n'existe plus quand même. Faut arrêter. Hmm. J'ai une question en fait, hein. Vous savez Fabien, on intervient nous chez VECA, dans la partie, des prévisions, du réapprovisionnement automatisé. Donc évidemment, nous, toute la partie data, elle est clé, hein, pour pouvoir, fonctionner et apporter le niveau de performance auquel, nos clients, ont le droit sur ces 2 thèmes. Aujourd'hui, bah, vous êtes confronté aussi à beaucoup d'entreprises qui viennent, dans le monde de la supply chain, mais qui viennent d'horizons différents. C'est vrai qu'on va dire entre un transporteur et des gens qui vont gérer de la robotique, ou enfin, c'est quand même très différent également. Quel est votre niveau d'évaluation, comment vous percevez en fait leur niveau de maturité sur le sujet data? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore, voilà, bah, c'est pas un must have quoi, évidemment c'est important, des data j'en ai, mes clients m'en envoient, mes fournisseurs m'en envoient, donc évidemment je fais bien mon travail, il y a pas la question, mais est-ce que justement, ce sujet de data, parce que finalement, il y en a énormément qui passent
par le monde de la supply chain, hein. C'est vrai que c'est absolument un peu incroyable. Est-ce qu'on a envie de creuser des puits de pétrole, hein, sur cet or, «noir» entre guillemets, sur cette data ou entre guillemets, il y a d'autres choses à gérer avant? Déjà essayons de faire d'autres sujets. L Une question de maturité par rapport à ça. On peut pas, Mmh, il y a pas de réponse, unique. bien sûr. Il y a des prises de conscience, il y a des niveaux de maturité, des niveaux d'engagement par rapport à ces sujets-là. Ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes parce que je suis totalement d'accord avec vous, nos entreprises brassent énormément de data. Seulement bon, c'est ce nouvel or, pour remplacement de l'or noir est quand même pas si facile que ça à exploiter et même si tout le monde, je pense que le fait d'en être conscient, bon, la plupart des acteurs en sont conscients, peut-être que certaines PME en sont pas encore complètement conscientes parce qu'elles sont tellement noyées dans le quotidien qu'elles n'ont pas le luxe de regarder devant à 5 ans. Mais que ce soit des ETI ou des grands groupes, bon voilà, je parle évidemment pas des startups de l'écosystème que vous représentez, qui là pour le coup a plongé immédiatement dans l'amélioration du traitement de ces données et tout ce Mmh. qu'on peut en tirer en termes d'exploitation sur à peu près tous les domaines, que ce soit l'entrepôt, que ce soit l'optimisation de tournée, que ce soit bon, le traitement des données de douane, etc. Enfin, il y a de multiples cas d'application. Voilà. Donc c'est en effet plutôt un univers d'ailleurs où se sont engouffrées les startups parce qu'elles ont d'un côté la souplesse, elles ont la créativité, elles ont la technologie, des cerveaux tout jeunes qui arrivent de grandes écoles d'ingénieurs, etc. Dans le cas typiquement de VK, des spin-offs d'univers universitaires, de centres de recherche. On a vu beaucoup ça. Vraiment, c'est assez logique et c'est assez d'ailleurs logique qu'on voit pas mal de choses en France, vu qu'on a quand même beaucoup de centres de recherche ou de centres de mathématiques appliquées ou autres extrêmement brillants en France. Donc, Mmh. pour être vite fait bleu blanc rouge, tout ça est assez cohérent. C'est le juste retour de la qualité de l'enseignement sur ce type d'environnement. Bon, il y en a ailleurs, hein, il y a pas. Mais il faut quand même dire, faut quand même reconnaître que la France est plutôt douée dans ce domaine. Voilà. En ce qui concerne les ETI, les grands groupes, je pense qu'en effet, la conscience, elle est là. Les moyens à mettre pour traiter ces sujets-là, voilà, c'est des choses qui sont en cours. Là, les niveaux de maturité sont en effet pas les mêmes. Les niveaux d'engagement sont pas les mêmes. On va voir des choses assez hétérogènes. Mais bon, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Après, plus il y aura. Enfin, on ne peut pas demander à des entreprises qui font 1, 2, 3, 10 milliards d'euros de retourner leur stratégie du jour au lendemain sachant qu'elles traitent des quantités de data qui sont juste incompréhensibles par l'être humain aujourd'hui. Ouais, Euh, c'est clair. et voilà. Et les grands groupes retail, vous dans le Nord, vous avez quand même, vous êtes quand même, c'est la panacée des grands groupes historiques, hein, donc voilà. Et typiquement, euh, on voit tous les efforts qui sont faits par le groupe Mullier, l'AFM, autour de ces sujets data. Parce que, bah, évidemment, et bien évidemment, si je vais dans 10 enseignes qui appartiennent au même groupe, on pourrait imaginer qu'on me connaisse 10 fois de suite sur mes modes de consommation, ce qui ferait un scoring incroyable de la personne que je suis. Donc, alors là, évidemment, il y a des problématiques de qu'est-ce qu'on va faire, etc., par rapport à cette data. Mais bon, c'est quand même de l'or en barre. Si tant est qu'on sache collecter, agglomérer, interpréter, avec tout un tas de nouveaux métiers que, pareil, vous connaissez, hein, les data scientists, etc. Bon, voilà. Il y a encore du chemin à faire, mais je trouve qu'en quelques années, quand même, les choses se sont bien accélérées parce que voilà, ça passe comme souvent hein, par de la prise de conscience, puis des premiers démonstrateurs, puis des phases d'accélération. Bon, bah, comme toujours, hein, comme dans toute révolution, il y a toujours des early adopters, puis des gens qui sont plutôt en mode un peu opposé, quoi, hein, et puis au milieu de tout ça, Mmh. il y a un ventre mou qui va suivre un peu le vent. Bon, c'est pas très différent d'une révolution industrielle classique. Justement, j'avais une question sur le côté de la perception, si on pouvait imaginer que le monde de la supply chain, si c'est correct de percevoir comme conservateur ou rétif au changement. Et après, je pense que vous avez apporté une réponse, en ça, c'est de déjà, à un moment donné, j'ai un quotidien, j'ai énormément d'actions à réaliser, de clients à servir, je suis déjà pris là-dedans.
c'est des nouveaux métiers, c'est pas facile, même pour, vous avez aussi donné l'exemple des retailers qui seraient potentiellement un peu plus tournés vers le client final. C'est sûr que c'est pas évident et moi je pense qu'on est dans une situation où, il y a pas de conservatisme, mais il y a un juste moment, d'appréhension du sujet et d'observation, qui est nécessaire. Donc, voilà, Oui, c'est en train de se passer devant nous. les temps changent, les temps changent. La collaboration, comme ça se passe chez Spring Project aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais su monter Spring Project 10 ans en arrière, par exemple. Enfin, Ouais, même c'est vrai aussi. momentum, quand on crée des entreprises, était au bon moment Mmh. avec un bon produit. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance que ça marche très bien. Mais bon, certains me diraient, c'est pas de la chance, c'est du travail. Oui, mais enfin, si le marché n'était pas là, on pourrait toujours travailler, on s'épuiserait plus qu'autre chose. Mmh, Euh, mmh mh. donc, il y a aussi un facteur temps. Et le mot collaboration était, à mon avis, inenvisageable dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot parce qu'on a compris, on a pris conscience des enjeux internationaux, de l'échelle des enjeux, et la collaboration n'est pas une vilaine idée. Et ça n'empêche pas d'avoir sa stratégie personnelle. Rien n'empêche les choses. Je prends d'autres sujets type que l'on pilote, nous, hein, le programme évolue au sein de France Supply Chain, un programme qui a vocation à créer un outil de simulation des flux logistiques urbains, de façon à pouvoir mettre à disposition des villes, des régions, un outil de simulation, parce que le problème aujourd'hui, c'est quand vous prenez une décision sur une zone géographique donnée, vu qu'il n'y a pas d'analyse précise des flux structurants, des flux circulants, pardon, on a des analyses des véhicules circulants, mais enfin, un véhicule et des marchandises, pour moi, c'est pas la même chose. Mmh. Le vrai sujet, ce sont les marchandises, quelles qu'elles soient, peu importe leur forme, hein. Des salades, du granulat ou je sais pas quoi, enfin, ça Mmh. reste des marchandises. Bon, avec Evolu, on essaye justement d'arriver à créer un démonstrateur et qu'on pourra rendre libre de droit derrière pour pouvoir donner aux organisations publiques la capacité de simuler les changements avant Mmh. d'appliquer. Bon, là, je vois l'engouement en termes de collaboration qu'il y a derrière ça. Il y a un très fort soutien de la région Île-de-France. Il y a un certain nombre de grandes entreprises qui se sont unies derrière ce projet. Nous, on le porte à bout de bras avec France Supply Chain, avec le Club Déméter, avec l'Institut du Commerce, mais aussi avec PTV, avec l'École des Mines. Enfin bon, on a un certain nombre d'acteurs derrière ce projet. C'est un gros trust voilà. Et je pense pas non plus que ça aurait pu naître il y a quelques années. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je pense pas non plus. Aujourd'hui, ça a du sens. C'est nous aussi nous obliger à faire une petite introspective pour dire voilà, ça sert à rien de couiner parce que il y a des décisions qui sont prises à droite, à gauche, oui, mais d'un autre côté, nous aussi, il faut qu'on fasse un effort de compréhension. Il faut qu'on Mmh. fasse un effort de collaboration, d'amener des visions sur la data de flux circulants dans des zones géographiques données pour dire ok, bah, qu'est-ce qui se passe si on change? Voilà, je ferme telle rue, il se passe quoi? Voilà. Ça s'appelle faire l'analyse, de la prévision, de la simulation. Bon, voilà. Et tout ça, c'est de la collaboration. Tout ça, c'est de la collaboration. C'est de la collaboration en termes de compétences, c'est de la collaboration en termes de fournir des données. Bon, même chose, les temps changent. Sincèrement, Evolu n'aurait pas pas pu naître il y a 5 ou 10 ans. J'en suis sûr que, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais Une dernière question, Fabien. Au niveau européen, au niveau mondial, comment se situe la France? Vous qui faites, justement de la veille, de l'observation un petit peu d'initiatives, qui sont faites, à l'étranger, comment on se situe en tant que pays aujourd'hui? Je répondrai que sur la partie que je connais, hein, parce que je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur des environnements que je connais pas. Mais en tout cas, pour la supply, nos métiers au sens large dans la supply, la France est un player important qui tient parfaitement sa place au sein des grands pays. Euh, et ça, c'est principalement, et je vais y revenir, mais à ce que je disais déjà tout à l'heure, mais c'est merci les grandes écoles de formation et voilà, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent parfaitement qualifiés de nos grandes universités, de nos centres de recherche, de nos grandes écoles d'ingénieurs, etc. Bon, là. Donc on a un terreau d'innovation très fertile. Et donc on a vu dernièrement d'ailleurs, enfin depuis 5 ans, on voit des magnifiques levées de fonds d'entreprises françaises qui partent à l'échelle européenne, etc. Donc ça,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que pour avoir été aussi, avoir levé des fonds il y a quand même plus de 10 ans dans notre univers, c'était pas exactement la même histoire. Voilà. Et en plus de ça, vu que nos métiers ont été encore un peu plus mis en lumière avec le Covid, finalement, il y a encore plus de fonds disponibles pour nos métiers parce qu'on a compris la valeur qu'ils avaient. Donc, globalement, merci BPI aussi au demeurant, moi qui suis souvent critique sur certaines choses, il faut quand même reconnaître ce qui est bien fait. BPI a été quand même un accélérateur d'innovation parce que la France s'est donné un outil assez fantastique pour le financement de C'est vrai, l'innovation. c'est vrai. Donc ça, il ne faut pas non plus le négliger. Donc aujourd'hui, la France est très bien placée sur ces sujets-là. Quelles limites, par contre, il y a? Parce que bon, bah, malheureusement, il y en a aussi. Première limite, le territoire de jeu. Quand on est une magnifique entreprise en France et qu'on veut devenir un leader européen pour se mettre face à un leader américain, par exemple, bah, on a autant de réglementations qu'il y a de pays, de langues et d'habitudes de consommation qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, les habitudes de consommation, vous me direz, de l'Est américain à l'Ouest américain, c'est pareil, on ne consomme pas de la même façon. Oui, je suis Il y assez a des d'accord. différences, mais On c'est parle plus quand simple quand même. on parle quand même la même langue et on a quand même des cadres réglementaires qui sont quand même assez proches d'un État à un autre. En tout cas, beaucoup plus que si je prends du Portugal à la Pologne, par exemple, vous allez croiser quand même des réglementations qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, devenir un champion européen, c'est pour moi un effort herculéen et qui fait qu'une start-up française ou européenne qui devient un champion européen, pour moi, c'est un sacré combattant. Vraiment, c'est un vrai champion du monde de MMA parce que sans déconner, c'est très respectable eu égard à ces contraintes-là. Ouais, c'est vrai. Après, il y a le marché de l'argent, du cash. Bien évidemment que quand vous créez une start-up fantastique en Chine et que vous avez 1,4 milliard de mecs qui y vivent et un État qui est très facilitant, vous avez des startups qui d'un seul coup deviennent gigantesques parce qu'elles sont boostées par du cash et boostées par une économie ultra dynamique, par un système de droit qui fait qu'on favorise quand même les entreprises chinoises, franchement. Donc on ne joue pas sur le même territoire de guerre non plus de ce côté-là. Après, est-ce que la duplication de ce qu'ils font est jouable en Europe ou aux États-Unis? Ça, je ne sais pas encore, on le verra. Mais en tout cas, on peut voir une entreprise en robotique, par exemple, aller à une vitesse juste extraordinaire qui ne sera pas, sans doute, peut-être qu'on voilà, on n'arrivera pas à faire ça, je pense, en France ou dans une quelconque ville, pays, un quelconque pays européen. Voilà, donc voilà, on a nos forces, on a nos faiblesses. Euh, bon, il y a rien d'infaisable, quoi. Enfin, il n'y a rien d'infaisable et moi, je Ouais, trouve c'est ça, exactement. Moi, je qu'on trouve que peut le le faire. discours est positif quand même. L'analyse est positive. L'analyse est positive. Oui, oui, non, on n'a pas à rougir, sincèrement. Bah, vous en êtes l'exemple, Vicky en est l'exemple, mais on a quand même de multiples startups en France qui font des cartons. Voilà, et on peut en être que fier, quoi. Donc, et puis moi, je fais partie des gens qui défendent quand même l'idée qu'il y a des métiers où vaut mieux aller plutôt que de les subir, quoi. Mm. Donc, ça sera mieux en effet que les Amazon et Google naissent en France, hein. Ça sera quand même mieux pour l'emploi et mieux pour beaucoup de choses. C'est un grand dada des différents gouvernements qui succèdent, mais c'est une vérité quand même. Dans le combat de la robotique, par exemple, aujourd'hui, Ouais. à choisir entre subir la robotique et être un leader de la robotique, bon, je préférerais le deuxième cas, quoi. Parce qu'il faut pas dire qu'on vivra sans robotique, c'est pas vrai. Il faut Ouais, laisser non. ça à des partis politiques has-been, mais on vivra pas sans robotique. Donc voilà, donc qu'on soit d'accord ou pas, enfin voilà, c'est comme si on avait dit, oh, mon Dieu, l'électricité, ça va tuer le marché de la bougie, certes. Voilà. Ou mon Dieu, la voiture, ça va tuer les chevaux. Bon, c'est vrai que ça n'a pas aidé le métier de la calèche, quoi. Mais j'entends des discours, regardez, c'est bien, bah écoute, tu vas remettre tes bougies alors, vieux, hein, parce que nous, C'est ça. Après, il y a des décisions qui peuvent être suivies de beaucoup de conséquences. Il y a c'est quand con. même un Et moment. disons qu'en plus de ça, nous, on a la chance d'avoir les compétences, on a les cerveaux. Dans ce pays, tant qu'on aura des grandes écoles, on aura des cerveaux. Tant qu'on aura des cerveaux, on aura des pionniers sur des Mm. sujets ultra pointus. Que voilà, la robotique, ça embarque l'intelligence artificielle forcément, ça embarque les données dont vous parliez. Enfin, ce sont des grands sujets. Il faut que la France soit dans le jeu. Voilà, il faut que la France soit dans le jeu. Et elle y est. Enfin, et elle y est. Et là, le corporatisme qui va bien, etc. Ouais, non, moi je suis plutôt positif. Puis je vois vraiment des belles histoires, hein. Je vois pas ça dans tous les secteurs. Enfin, comme C'est vrai. dans mon réseau d'amitié, les gens qui ne comprennent rien à ce que je fais, ou bon, voilà, c'est dans les dîners, tu fais quoi? Ah, du supplicant, c'est quoi? Voyez, bon, ça, moi,
Et Jean-Philippe Guillaume, avec un dessinateur qui a sorti il n'y a pas très longtemps une BD autour de ça. Et il y a une joke dans un dîner ça parle de moi, mais bon voilà, en gros, c'était quand j'ai créé avec lui Supply Chain Magazine, la table de mes parents, quoi. C'est quoi Supply Chain Magazine, quoi, vous voyez? Bref, on en est encore un petit peu là-dedans. Mais comparé à d'autres secteurs que je peux voir, ouais, franchement, on est pas mal dans notre secteur. On est pas mal. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot, évidemment, avec plaisir. Mais franchement, Cet merci enregistrement a beaucoup lieu juste avant Noël, j'ai envie de dire bonne fête de fin d'année à tous. C'est une année et quand une même. très belle année, 2022. Une Donc très belle belle fête année aussi à vous, 2022. Fabien, et à toute l'équipe de Sprint Project. Puis, Bonne fête. restons safe par rapport au Covid. Ouais, c'est ça, Et puis faisons, merci pour cette interview, Fabien. merci beaucoup, Fabien. À très vite. À À bientôt. bientôt. Au Salut. revoir.